Merci beaucoup, cher ami. Bonjour tout le monde. Je remercie les laboratoires AbbVie de m'avoir invité à animer ce symposium sur un sujet d'actualité qui est en fait la polyarthrite. Comme ce qui a été dit par mon ami Salah, c'est vrai, parler de l'actualité de la polyarthrite en 25 minutes, c'est très difficile. Donc, j'ai fait un choix. Je vais vous parler, donc voilà mon agenda. Je vais parler de la génétique et PR, un petit mot sur la génétique, hein, pas beaucoup. Obésité et PR, c'est un sujet d'actualité. Le statut immunologique et réponse au méthotrexate, pas au biologique, c'est au méthotrexate. Et les facteurs prédictifs de réponse thérapeutique et de progression radiographique chez les patients sous méthotrexate en monothérapie. Et quelle stratégie d'allègement thérapeutique, c'est vrai, donc maintenant avec les biologiques, quand est-ce qu'on va alléger le traitement? C'est des traitements qui sont très onéreux. Et switch or not switch, donc on va voir, donc c'est l'actualité. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des inhibiteurs des JAK kinases. Donc c'est un peu l'actualité récente. Pour donc génétique et PR, donc j'aimerais bien justement féliciter l'équipe française de l'hôpital Bichat qui a mis au point donc cette relation entre le variant de promoteur MUC5B et la polyarthrite rhumatoïde associée à la pneumopathie interstitielle diffuse. Pour vous dire que la polyarthrite, en fait, il ne faut pas rester aux articulations, il faut penser aux poumons. Vous savez, donc, le poumon rhumatoïde est très fréquent, les manifestations pulmonaires de la PR sont très fréquentes. La pneumopathie interstitielle diffuse est une manifestation qui est sévère, et donc elle est présente chez 5 à 10% des patients, donc cliniquement. Donc il faut savoir la chercher, et si on veut la dépister par un scanner haute résolution, vous voyez, donc c'est un patient sur deux qui ont cette manifestation. Et bien sûr, la polyarthrite est connue par la fréquence élevée de cette pique, la pneumopathie idiopathique commune, versus les autres connectivites, beaucoup plus que les autres connectivites. Et donc, la pique, ou bien la pneumopathie idiopathique commune, est définie sur le scanner par une prédominance sous-pleurale et basale, la présence de réticulation, la présence d'un aspect de rayon de miel, et associée à des bronchiectasies par traction. Et la pique est associée à un mauvais pronostic puisqu'elle diminue la survie des patients. Donc, elle est connue. Et donc, cette pique, ou bien cette pneumopathie interstitielle diffuse et PR, il y a des points communs avec la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, c'est de là où les auteurs, justement, ont émis cette hypothèse et que la fibrose pulmonaire idiopathique est associée à ce variant de promoteur MUC5B. Donc là, ils ont dit, est-ce qu'il y a une relation justement entre le promoteur et la polyarthrite associée à la pneumopathie interstitielle diffuse? Donc voilà, donc pour cette raison, donc ils ont fait cette étude-là et justement qui confirme justement, vous voyez, donc c'est la première étude qui a été faite en France, dans l'hôpital Bichat. Donc ils ont analysé donc 105 polyarthrites sans pneumopathie interstitielle diffuse et 118 avec pneumopathie interstitielle diffuse et 1230 patients contrôle. Et donc, vous voyez le résultat, 32,6% qui avaient ce variant du promoteur MUC5B versus 10% chez le contrôleur et 12% chez les PR sans cette manifestation. Après, une fois qu'on a mis au point cette relation, donc ils ont répliqué l'étude dans certains pays d'Europe, la Grèce, Hollande, et aux États-Unis, le Mexique et au Japon. Et pratiquement, cette association elle est présente aussi bien dans les pays européens qu'aux États-Unis, alors que dans les pays d'Asie, le Japon et en Chine, on n'a pas trouvé cette relation de MUC5B avec l'association PR et pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, cette découverte est très intéressante pour plusieurs raisons, parce que là, tous les médicaments qu'on a pour le moment, il n'y a aucune action sur les manifestations pulmonaires de l'APR, les manifestations extra-articulaires en général. Et maintenant, on dispose des médicaments pour la fibrose pulmonaire idiopathique qu'on pourrait utiliser justement ces médicaments si on a justement une atteinte sévère de l'APR. Deuxième chapitre, obésité et PR. L'obésité, comme ce qui a été dit par M. Maheu, donc une épidémie mondiale. Donc, et on sait très bien que l'obésité est un facteur de risque modifiable établi.
dans la pathologie cardiovasculaire, dans le diabète sucré, dans l'arthrose, ça on le sait. Donc si on ne fait rien à l'obésité, on ne va pas améliorer ces pathologies, c'est clair. Et dans la polyarthrite rhumatoïde aussi, l'obésité, donc elle agit de deux manières. Donc il augmente, c'est un facteur de risque incident de PR. Donc ça a été démontré dans un grand travail présenté à la CR, mais également il diminue la réponse au traitement, que ce soit au DMARDS classique ou au biologique. Donc ça c'est connu, et même pour les JAK kinases. Donc il y a un travail récent présenté à la CR qui démontre que l'obésité, elle diminue la réponse au traitement. Donc là, j'ai choisi justement cette étude canadienne, une cohorte canadienne sur les polyarthrites rhumatoïdes récentes, où ils ont justement cherché à voir l'effet de surpoids et du poids sur la probabilité d'atteindre une rémission dans les 3 premières années. Donc voilà pour... il y avait un nombre conséquent quand même, hein, 315 patients avec un poids normal, 345 avec en surpoids, 324 obèses. Sur les facteurs socio-démographiques, c'est vrai, il y a une différence entre les 3 groupes concernant l'âge et le sexe. Et bien sûr, les comorbidités, c'est clair, donc elles sont beaucoup plus fréquentes dans les groupes surpoids et obèses. Pour les caractéristiques de la PR, c'est des PR, vous voyez, donc toutes récentes, hein, 6 mois d'évolution. C'est des PR qui sont actives avec un DAS à 5.3, qui ont un retentissement fonctionnel, un HAQ à 1,1, déjà à 6 mois. C'est-à-dire c'est des formes sévères, des CRP un petit peu élevés, et sont pratiquement immunopositives ou bien séropositives, 63% des cas, et même la présence des érosions à 6 mois. Vous voyez, donc il n'y a pas de différence, mais quand même on note qu'il y a des érosions, c'est-à-dire qu'il faut les chercher même dans les polyarthrites rhumatoïdes récentes. Il faut absolument, parce que là, ça change la prise en charge. Donc si vous trouvez une petite érosion, ce n'est pas comme PR sans érosion. C'est un facteur de mauvais pronostic. Pour les stratégies thérapeutiques, donc, il n'y a pas de différence entre les 3 bras. Donc il y a des DMARDS en dehors de Methotrexate hormonothérapie, association de DMARDS, les biologiques plus ou moins Methotrexate et des stéroïdes plus ou moins AINS. Donc là, il n'y a pas de différence entre les 3 bras. Donc qu'est-ce qui ressort de cette étude? Que, donc, après analyse, et ajustement pour l'âge, le sexe, la race, l'éducation, le nombre de comorbidités, le tabac, la durée des symptômes, le DAS 28, la CRP, le HAQ, at baseline. Donc, ce qui sort que 25% des patients qui ont en surpoids, qu'il y ait le risque, et diminue de 25% chez ces patients d'obtenir une rémission dans les 3 premiers mois. Et 47% de moins de malchance d'obtenir une rémission chez les sujets obèses. Vraiment, pratiquement la moitié des patients n'arrivent pas à avoir la rémission quand on est obèse. Donc pour vous dire qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce facteur qui est modifiable, hein, donc on peut le changer, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc, conclusion de cette étude, c'est la plus grande étude démontrant l'impact négatif de l'excès de poids sur l'activité de la PR. Le surpoids et l'obésité sont d'importants facteurs prédictifs de la réduction de taux de rémission persistante au cours des 3 premières années suivant le diagnostic de PR précoce. Le poids peut constituer un facteur de risque potentiellement modifiable à prendre en compte chez les patients obèses souffrant de polyarthrite rhumatoïde récente et présentant une réponse inadéquate au traitement. Donc là, il faut faire attention au poids, il faut prendre bien en charge, il ne faut pas prendre uniquement la polyarthrite, il faut prendre le patient dans sa globalité. Le statut immunologique et réponse au méthotrexate. Donc on revient au méthotrexate. Pourquoi on a fait ce travail? Parce qu'il y a déjà des travaux sur les traitements biologiques. Et on connaît très bien que le rituximab et l'abatacept, donc il y a le statut immunologique prédit justement la réponse à ces 2 produits. Et donc là, on a vu est-ce que le statut immunologique de la PR précoce prédit la réponse au méthotrexate? C'est vrai, donc on fait méthotrexate parce que c'est le produit qu'on a à la disposition de tout le monde. Donc si on arrive à faire ça, c'est bien. Donc comment ça a été fait cette étude? Bon, c'est une étude multicentrique.
Vous voyez, donc, il y avait un nombre important hein, de patients qui avaient une polyarthrite séropositive, 1630 versus 197 patients qui étaient séronégatifs. D'accord, c'est vrai, donc il y a une différence statistiquement significative concernant le sexe, l'âge et la durée des symptômes pour ces polyarthrites. Les polyarthrites séropositives, ils sont connus être liés à la cigarette. Hein, donc là, on voit un peu justement le lien qui est établi entre cigarette et la présence des anti-CCP. D'accord. Donc, c'est des polyarthrites. Les polyarthrites séropositives, ils sont connus être très inflammatoires. Hein, vous voyez, donc il y a une différence statistiquement significative concernant le syndrome inflammatoire. Pardon. Et également le DAS. Par contre, pour le reste des caractéristiques, il n'y a pas de différence entre les deux bras. Il y a quelque chose là. Bon, ça ne marche pas. Donc après analyse de régression et ajustement pour toutes les caractéristiques démographiques, donc il n'y a pas, c'est avéré qu'il n'y a pas d'association entre le statut immunologique et la réponse au traitement, quel que soit le traitement, soit le métrixate en méthérapie, soit la combinaison. Donc il n'y a pas justement d'association, le statut immunologique n'est pas associé à la réponse au méthotrexate pris en première ligne. Bon, c'est bien dommage. Donc là, les facteurs prédictifs de réponse thérapeutique et de progression radiographique, c'est ça ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a des facteurs à baseline, donc au début, qui vont vous prédire que ce patient va répondre ou non, ou bien va évoluer sur le plan radiographique. Et donc là, j'ai choisi cette étude qui ont fait une analyse post-hoc des deux grandes études, Optima et Premier. Donc Optima et Premier, c'est des études qui est ancienne, hein, en 2004. Donc je vous résume un petit peu, je reviens sur le schéma de ces études. Optima, c'est une étude randomisée contrôlée qui a duré 78 semaines, décembre 2006, juillet 2010, et qui s'est déroulée en deux périodes. La première période, c'est les patients naïfs au méthotrexate ont été randomisés pour recevoir adalimumab 40 mg toutes les 2 semaines, associé au méthotrexate 20 mg par semaine, et un bras placebo plus méthotrexate 20 mg par semaine pendant 26 semaines. Deuxième période, les patients n'ayant pas atteint l'objectif stable de l'AOD6 activité, donc au cours de la période 1, on poursuivi ou initié l'adalimumab. Donc on les a donc passés justement pour recevoir l'adalimumab. L'étude première, c'est une étude randomisée contrôlée qui s'est déroulée sur 2 ans, décembre 2000, avril 2004, et les patients ont été randomisés pour recevoir soit l'ADA 40 mg toutes les 2 semaines plus méthotrexate 20 mg par semaine, ADA 40 toutes les 2 semaines, placebo par semaine, et placebo plus méthotrexate une fois par semaine pendant 2 ans. Donc là, on a laissé les gens sous méthotrexate seuls pendant 2 ans. Sur le plan éthique, normalement, ce n'est pas normal hein, de laisser quelqu'un qui est évolutif sous. Et donc là, cette étude, c'est en fait une analyse post-hoc. C'est-à-dire donc les patients ayant reçu méthotrexate en monothérapie dans Optima au premier et n'ont pas atteint la LAO-D6 activité stable. La LAO-D6 activité stable est définie par un DAS 28 CRP inférieur ou égal à 3,2 à 2 évaluations consécutives, 22 semaines et 26 semaines dans Optima et 20 et 24 semaines dans l'étude première. Et donc là, désolé, je ne sais pas ce que ça passe bien. Donc là, on a un nombre important de patients qui n'ont pas répondu, 525 des patients qui n'ont pas répondu au méthotrexate versus 162, et les patients qui ont une progression radiographique, 171 versus 499 patients qui n'avaient pas progressé sur le plan radiographique. Donc là, il s'agit beaucoup plus des femmes, un peu plus âgées. Donc là, il y a ça. Donc il y a une différence entre les patients répondeurs et non répondeurs. Hein. C'est essentiellement des femmes. Et là, il y a l'âge. Les sujets ils sont un peu plus âgés que le groupe répondeur, qui a la durée d'évolution est la même. La CRP, donc le bilan inflammatoire, la CRP, le nombre d'excurations douloureuses, gonflées,
le DAS 28, le SDAI, le CEDAI, le HAQ, et donc le score de Sharp total modifié, et le nombre de pourcentage de progression radiographique, ils sont plus élevés dans le groupe non répondeur que le groupe répondeur. Donc ça, c'est connu. Les gens qui répondent moins, et c'est des patients en général, des PL qui sont sévères en général. Pour le groupe progression radiographique, il y a aussi une différence concernant la CRP, le nombre d'articulations douloureuses gonflées, le DAS, le SDAI, le CEDAI et le HAQ et le pourcentage de progression radiographique comparativement aux patients qui ont progressé. Donc on analyse qu'est-ce qui sort de cette analyse, que les patients, voyons les patients qui ont une réponse insuffisante au métrexate, il y a en fait ce qui sort que le DAS 28 au début est le seul facteur qui est associé positivement, et le seul facteur prédictif associé positivement à la non-réponse. C'est-à-dire, d'où l'intérêt de l'évaluation initiale. Donc, il faut faire une bonne évaluation initiale. Et alors que le sexe masculin et l'utilisation antérieure de glucocorticoïdes sont des facteurs prédictifs associés négativement, justement, à la réponse initiale au méthotrexate. Pour la progression radiographique, qu'est-ce qui sort? C'est toujours le DAS 28. Le DAS 28 est toujours le facteur prédictif le plus puissant, associé positivement à la progression radiographique, alors que l'utilisation des corticoïdes, c'est vrai. Donc ça, on le disait il y a très longtemps, que les corticoïdes, probablement, ils ont un effet structural, probablement. Et donc là, dans tous les cas, dans cette étude, ça sort. Donc, conclusion de cette étude, chez les patients atteints de PR précoce, les caractéristiques initiales, cliniques et démographiques des patients ainsi que l'activité précoce de la maladie peuvent prédire la réponse au traitement par le méthotrexate et la progression radiographique à 6 mois. Donc c'est très important, ce qu'on fait au début est très important. C'est sur ça qu'on va se baser pour dire est-ce que ce patient va répondre ou non, est-ce qu'il va progresser, oui ou non. Chez les patients qui n'ont pas atteint leur Laodicésis activité après 6 mois de méthotrexate en monothérapie, l'addition d'adalimumab était associée à une meilleure efficacité clinique, fonctionnelle et radiographique. Donc ça, c'est connu dans les deux études. Et ces résultats corroborent et indirectement confirment l'intérêt de Treat to Target. C'est donc le traitement ciblé qui nous permet de changer au moment opportun, justement, de passer à un biologique au moment opportun et d'identifier les facteurs prédictifs de mauvaise réponse initiale au méthotrexate. C'est quoi la stratégie d'allègement? Donc, il y a plusieurs stratégies. Le LAR a émis des recommandations en 2016 sur la stratégie d'allègement. Et dans la référence 11, c'est la réduction de dose des corticoïdes et même l'arrêt des corticoïdes. C'est vrai, quand on a une rémission persistante, la première chose à faire, c'est de diminuer et même d'arrêter les corticoïdes. Après, envisager la réduction de biologique. Ce n'est pas c'est le biologique, parce que c'est un peu cher. Et éventuellement, envisager dans un troisième temps une réduction des DMARDS classiques. Donc, cette étude, je vous montre un peu le résultat de cette étude TARA, donc, qui est présentée dans le LAR 2018. C'est une étude contrôlée randomisée, phase 3, qui a pris des PR en rémission avec un DAS 44 inférieur à 2,4, évoluant de plus de 3 mois sous DMARDS classique. 90% étaient sous méthotrexate, associé à un anti-TNF. 50% etanercept et 40% adalimumab. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont 2 bras. Réduction de la dose de DMARDS classique à baseline, la moitié de la dose à M3, un quart de la dose à M6 stop pour 95 patients. Et deuxième bras, réduction de la dose de l'anti-TNF, baseline, la moitié de la dose à 3 mois, un quart et stop à 6 mois pour 95 patients. Et ils ont vu un peu le pourcentage de poussée à 1 an. Donc, 1 an, voilà le pourcentage de patients. Donc, les patients, ça c'est les de mars. Donc, il y avait 35% de patients qui ont fait une poussée à 1 an, versus 45% de patients qui ont fait une poussée à 1 an. Et donc, quand on voit là, donc il y a 50% qui ont arrêté complètement le biologique, hein, 20% qui avaient diminué de moitié,
11% de un quart, 11% qui ont arrêté de moitié et 18% qui ont repris leur dose antérieure. Vous savez, pour ces schémas d'allègement, il y a plusieurs. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on va voir dans ce travail-là, danois, justement. Les Danois, ils sont très actifs. Hein. Ils écrivent beaucoup. L'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la proportion de patients dont le traitement par biologique pourrait être réduit ou arrêté et voir un peu les conséquences de la diminution progressive et de la réduction de traitement et les facteurs prédictifs de réduction progressive ou de l'arrêt de traitement. C'est la cohorte ADOPT. Donc, entre avril 2013 et 2015, la méthode, ils ont pris 143 patients, 95% recevant un non-TTNF et 9% un autre biologique, avec un DAS 28 CRP inférieur à 2,6 et aucune progression radiographique durant l'année précédente, l'étude ont été inclus. Le biologique a été réduit de 2/3 de la dose standard au début, 2/3, après la moitié à 16 semaines et l'arrêt de traitement à 32 semaines. Les patients qui ont eu une poussée, c'est-à-dire un DAS 28 supérieur à 2,6 ou bien une variation de DAS supérieure à 1,2 par rapport au début ou une progression radiographique ont retrouvé leur dose initiale et ils ont fait également donc un contrôle radiographique, des radiographies standards S0, S32 et à 2 ans et une IRM également S0, S16, S32 et à 2 ans. Donc vraiment pour voir la progression radiographique. Les résultats, 141 patients ont complété l'étude de 2 ans. Voilà, 87 patients, c'est-à-dire 62%, ont réussi à réduire leur biologique. 18% ont réduit de 2/3 la dose de standard, 28% la moitié de la dose et 16% ont arrêté définitivement le traitement. 54 patients ont gardé la dose complète et 9 patients, 7% uniquement, avaient une progression radiographique. Et il conclut que 62% des patients de PR en rémission prolongée, on peut réduire la dose avec succès, dont 16% ont arrêté avec succès à 2 ans. Switch ou non. Donc ça aussi, c'est les Danois. Les Danois, oui. Mais je trouve que c'est... Donc les Danois, c'est simple, à partir d'avril 2016, il y avait une directive nationale qui stipule que tous les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique traités par l'étanercept doivent être switchés vers le biosimilaire pour des raisons économiques. Point. Au Danemark, le biosimilaire, il coûte 49% de moins que le biologique de référence. Donc pour des raisons purement économiques. Hein. Donc là, ça passe très mal, donc je fais... je passe. Donc, pour voir un peu la rétention de biosimilaires à 1 an. Donc là, ils ont pris tout le rhumatisme inflammatoire chronique, PR, SPA, rhumatisme psoriasique, et vous voyez que la rétention de biosimilaires, elle est un peu supérieure dans les spondylarthrites que dans la PR, donc ce qui est un peu... Oui. Alors que là, la rétention, ils ont stratifié la date de début de l'étanercept. Pour les patients qui étaient sous l'étanercept entre 1990 et 2010, et les patients qui étaient entre 2011 et 2016. Donc il y a une différence entre quand est-ce qu'on a commencé. C'est vrai, hein, même pour le biologique de référence, on sait qu'il y avait une petite différence hein, entre les lots. Donc il y a une différence entre le début et donc là, il y a une différence, justement. Et pour la rémission, en fonction de la rémission, les patients qui étaient en rémission, oui ou non, il y a une différence significative. Les patients qui étaient switchés alors qu'ils étaient en rémission, donc ils retiennent, donc il y a une rétention beaucoup plus importante chez ces patients-là. Et en fonction de switch ou non-switch, d'accord, il y a une différence statistiquement significative entre les switchers, non-switchers et la cohorte historique, c'est les patients qui étaient... Ah bon, déjà
Bon, conclusion sur les biosimilaires. Donc, je tiens à vous parler. Donc, c'est un éditorial très récent publié dans la revue de rhumatisme. Les biosimilaires offrent la possibilité de réduire les coûts dans la prise en charge de rhumatisme inflammatoire chronique, tout en assurant, selon les données actuelles disponibles, la même efficacité et tolérance que les biosimilaires, les biologiques de référence. Dans les pays où il n'y a pas d'utilisation claire imposant la substitution automatique, la prescription reste très limitée. Hein. Vous voyez un peu la différence entre, par exemple, là, ils mettent la différence entre la Norvège et les Danois, 65% et 85%, contre respectivement 3% en France et 10% en Allemagne. Donc là, il faut que les autorités, en fait, pour des raisons économiques. Les inhibiteurs de JAK. Les inhibiteurs de JAK, c'est un peu l'actualité des congrès de la CR et de l'AR. Il y a un développement important de ces molécules, de ces petites molécules. Vous savez, il y a 4 familles de JAK, JAK1, JAK2, JAK3 et JAK4, ce qu'on appelle TIC, K2. Et il y a plusieurs molécules maintenant en développement. Tofacitinib et baricitinib, donc ils sont déjà sur le marché en France. Et vous voyez un peu le prix. J'étais étonné de prix, 729 €. On s'attendait que le prix soit plus bas parce que c'est de la chimie, c'est pas des biologiques. Mais bon, vous voyez, pour les inhibiteurs sélectifs de JAK1, l'upadacitinib, près de 5000 patients inclus dans le programme SELECT. Donc, ils ont fait pratiquement toutes les études en monothérapie. Après, chez les patients qui ont une réponse inadéquate au métrixate, au biologique, vraiment, toutes les études confirment l'efficacité et la tolérance de ces produits. Donc, rapidement, sur cette étude qui a comparé tofacitinib, tofa plus métrixate et tofa plus adalimumab, qui montre que l'association, je passe rapidement, que l'association tofa et méthotrexate fait exactement la même chose que l'adalimumab plus méthotrexate, donc avec à la CR50, d'accord. Pour la CR20, avec des pourcentages vraiment de 70% d'ACR20, 30% à CR70. Et pour la variation de DAS, donc il y a une nette amélioration de DAS, que ce soit le DAS 28, le CRP, le DAS 28 VS et le HAQ également. Pour la tolérance, je passe, donc il y a une tolérance acceptable pour ce produit, surtout pour certains effets spéciaux. Les JAK sont connus par donner beaucoup plus d'infections. C'est surtout les infections opportunistes et les infections virales, essentiellement le zona. Donc il sort de ces études qu'il n'y a pas beaucoup plus de zona dans le groupe tofacitinib que dans les autres groupes. Et là aussi, c'est l'efficacité du Lupada chez les patients qui ont une réponse inadéquate au biologique. Hein, donc là aussi, il y a une bonne réponse. Hein. Donc AS2, donc AS12, vous voyez, donc ils ont comparé les deux doses, 15 et 30 mg du PADA versus placebo, donc avec des chiffres très intéressants. À S12, donc les patients qui étaient sur placebo ont été remis sous UPADA 15 ou 20 mg avec toujours la même réponse. Donc que ce soit la CR20 et la CR50. Et pour la Laudécise Activity, avec des pourcentages énormes. Vous voyez, donc 42-43% quand même à 1 an. Et donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention.